Bien, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis, sœurs, frères, cousins. Bienvenue dans cette nouvelle première édition d'un salon du livre de la Grande Loge de France. Et très heureux de vous accueillir ici. Nous avons organisé ce salon en une durée assez courte, donc vous verrez qu'il est perfectible, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que ça nous permettra de nous améliorer pour les prochaines éditions. Nous avions souhaité ici faire ce salon du livre de la Grande Loge de France. La plupart d'entre vous le savent ou l'ont constaté, même s'ils n'ont pas la date en mémoire. Le dernier salon maçonnique du livre ou du livre maçonnique, peu importe, c'était en 2019, donc ça va faire 6 ans. Et nous nous disions, avec le grand secrétaire Bernard Lebrun qui est ici, avec le grand maître Thierry Zaveroni qui nous rejoindra tout à l'heure, qu'il fallait arrêter de tergiverser et d'attendre des discussions avec les uns et les autres, il fallait marcher, que les énergies se rassembleraient au fur et à mesure du chemin. Donc voilà où nous en sommes. Et il y a une raison aussi particulière pour la Grande Loge de France, c'est de compléter l'ouverture de ce bâtiment. J'imagine que vous en avez déjà eu l'occasion quelques instants avant d'entrer dans cette salle, et sinon vous le ferez en sortant. Mais il y a eu un énorme travail de refondation de l'espace d'accueil de ce bâtiment, avec un espace d'exposition qui a été considérablement agrandi, mais repensé pour mettre en valeur les trésors, en tout cas les réserves des musées, archives, bibliothèques de la Grande Loge de France, qui est structure associative dirigée par Max Aubrin, qui est à la crypte sur un stand de notre fonds de dotation. Et donc nous avons à peu près 300 à 400 objets qui sont exposés ici, représentant 10% des fonds d'archives et du musée archives bibliothèque. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas statique, qui nous permettra de faire évoluer les expositions entre une partie permanente et des parties ad hoc. Et cette ouverture de cet espace muséal a reçu un accueil extrêmement positif, au point où nous avons eu un avis favorable de la commission du ministère de la Culture chargée de la labellisation Musée de France le 22 mai. Et donc nous avons franchi une étape colossale, puisque c'est une commission qui n'est pas purement protocolaire. Elle est composée d'environ 25 personnes, des cadres dirigeants du ministère de la Culture, des dirigeants de musées, des parlementaires, etc., devant lesquels il a fallu présenter. Et c'est ce qu'a fait la conservatrice Marcella Louvel de notre musée, le projet que nous avons, qui est un projet d'ouverture au public, d'ouverture aux scolaires, pour que cet hôtel La Grande Loge de France, qui est ce lieu si particulier, presque unique dans le paysage maçonnique, cette ancienne église qui a été aussi un cinéma avant la guerre 14, qui a été un bal-musette entre les deux guerres, et qui a abrité de 44 à 46 un centre maçonnique militaire américain. Voilà, on est ici dans le rez-de-chaussée de ce qu'était l'église Saint-Antoine de Padoue du couvent franciscain de Paris. Donc c'est quelque chose qui a de l'âme et qui a une personnalité unique. Donc c'est tout à fait dommage qu'il ne soit pas plus ouvert qu'il ne l'était jusqu'à présent au grand public, et permettre la découverte du fait que les maçons ne sont pas cachés, les maçons ne cachent rien. Ce qui est caché, c'est au fond de notre cœur, c'est le processus initiatique que chacun d'entre nous suit. Mais voilà, il n'y a absolument aucun problème et aucune réticence à ce que des adolescents en cours de première d'histoire ou de géopolitique viennent voir ce que c'est un temple maçonnique. Et c'est tant mieux.
Et puis nous avons continué sous l'impulsion de Thierry Saveroni, notre grand maître, depuis 3 ans, parce qu'il descend de charge la semaine prochaine, toute une politique d'ouverture culturelle, des concerts, des conférences, des petits déjeuners, débats. Nous avons créé un ensemble vocal qui est une chorale d'hommes, d'une 40aine de personnes. Nous avons créé un petit ensemble de jazz qui se produira tout à l'heure vers 13h30 et demain après-midi vers 15h. Et donc, nous ouvrons à tous les domaines de la culture. Et vous voyez derrière moi 2 toiles qui nous ont été prêtées pour l'occasion par un peintre maçon qui n'est pas de la Grande Loge, Gilles Morel de Boissy d'Harcourt, qui les met en vente et qui nous a promis que s'ils étaient mis en vente, une partie du produit de la vente serait donnée à notre fonds de dotation Fraternité et Humanisme. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie, mais le grand maître, dans son allocution de clôture, le fera davantage. Je remercie plutôt à la fin qu'au début. Mais je voudrais saluer la présence quand même de tous ceux et celles qui tiennent ici des stands dans ce Salon du Livre et de la Culture de la Grande Loge de France. Donc évidemment, nous-mêmes. La Grande Loge de l'Alliance maçonnique et Jean Dumonteil qui parlera juste après moi. Je veux dire, on est un représentant. Non, il parle à titre personnel, mais il en est une personnalité marquante. La Grande Loge féminine de France, et vous savez, pu remarquer sur le programme que nous avons souhaité avoir 2 conférences communes avec nos sœurs et amies si proches de la Grande Loge féminine de France, avec demain, une conférence sur les loges de recherche des 2 obédiences avec leurs responsables, et puis, bien entendu, cette cérémonie de quasi-clôture de ce Salon du Livre avec une conférence commune de Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, et Thierry Zaveroni, grand maître de la Grande Loge de France, pour montrer que si nos 2 obédiences sont chacune monogenres, elles sont capables de travailler ensemble dans une forme de mixité qui est le fait de se respecter, d'essayer de faire tout ce qu'il est possible pour se tourner vers l'extérieur dans le respect de nos spécificités. Et puis, nous avons également la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra. J'ai le plaisir de saluer la présence de son grand maître. Et puis, hormis les obédiences, nous avons un stand de point de vue initiatique représenté dans cette salle par son directeur de la rédaction, Olivier Baleine, qui nous proposera une conférence tout à fait intéressante avec un spécialiste du dialogue interreligieux. Je suis sûr que vous y trouverez de l'intérêt. Et puis, au cours de cette conférence ou pas, et en tout cas sur le stand de point de vue initiatique, vous pourrez commencer à voir le fruit du travail extraordinaire qui a été fait autour d'Olivier par l'équipe de cette revue, qui est la numérisation du tout le stock d'articles pour créer une base de données accessible aux abonnés de point de vue initiatique depuis les débuts de l'existence de cette revue, qui en est à son numéro 220, quelque chose comme ça. Nous avons la présence évidemment, plusieurs éditeurs, Numéri Livre, Derville d'Etrade, Le Compas dans l'œil. Nous avons la librairie Au Bonheur des Livres qui est présente. Au Bonheur des Livres, c'est la petite librairie de quartier qui est rue des Dames, avec laquelle nous travaillons très régulièrement, et je les en remercie parce qu'ils sont présents à chaque conférence, chaque petit déjeuner débat, pour alimenter la lecture des participants qui souhaitent se documenter sur ce qu'ont écrit les conférenciers. Et puis nous avons le chat sous l'acacia, que sont des œupins. Nous avons le gîte, vous connaissez, groupe intertouristique, voilà, interprofessionnel tourisme et entraide. On connaît tellement le gîte que finit par oublier ce que l'acronyme voulait dire exactement, mais qui sont des fidèles de toutes les obédiences et qui font un travail absolument remarquable de mise en relation des frères. Et puis, le salon sera animé par Gilles Saulière et ses amis de Radio Delta pour mettre une animation et en direct sur cette web radio et en podcast ensuite, avec des interviews d'exposants, de conférenciers et même de participants. Nous aurons aussi des
des stands individuels de plusieurs auteurs que je ne citerai pas ici, car ça c'est un peu long, avec des dédicaces dont je n'ai pas les horaires parce que vous les aurez directement avec eux ou sur les stands des libraires. Donc voilà, bienvenue dans ce salon du livre de la Grande Loge de France, dont j'espère qu'il sera une nouvelle première édition. Et en fonction de vous, en fonction de tous ceux et celles qui se succéderont dans ces murs pendant ce week-end, eh bien, nous déciderons si c'est dans 2 ans, et ce sera dans 2 ans à minima, ou si on sera en situation de pouvoir avoir l'optimisme de faire une nouvelle session en 2026. Je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie de votre attention avant de céder la parole à Jean Dumonteil pour la première conférence de ce salon. Bonne journée à tous. En fait, je vais m'emparer de la parole, mon cher Dominique, pour présenter notre ami et néanmoins frère Jean Dumonteil, mais que tout le monde, je pense, connaît ici. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacun, mesdames, messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers amis. Si la franc-maçonnerie se réunit dans le silence des temples, elle se reconnaît aussi dans le bruissement des livres, dans la lumière des œuvres et dans l'échange fécond des idées. C'est tout le sens de ce salon du livre et de la culture de la Grande Loge de France. Un espace de rencontre entre la parole et l'écoute, entre la transmission et la quête. À l'heure où, comme le souligne le professeur des universités Serge Chaumier, les musées se transforment parfois en parcs d'attractions et où la culture tend à se dissoudre dans le loisir marchand, où la consommation de masse, nous réaffirmons ici, avec conviction et douceur, que la culture n'est pas un divertissement parmi d'autres. Elle est une voie d'émancipation, de révélation, de dépassement. Elle est cette capacité, disait Malraux, qu'a l'homme de s'arracher à sa condition pour atteindre une plus haute réalisation de lui-même. Ce salon n'est donc pas une simple vitrine, elle est un moment de reliance entre le passé et l'avenir, entre les auteurs et les lecteurs, entre les francs-maçons et le monde. Il incarne, à sa manière, une exigence symbolique et spirituelle que nous portons, rite écossais ancien et accepté, faire que la culture ne soit pas seulement transmise mais vécue, qu'elle ne soit pas seulement admirée, mais intériorisée. C'est dans cet esprit que nous ouvrons cette édition 2025 par une conférence inaugurale sur un thème aussi sensible que fondamental. Peut-on garder le secret maçonnique ? Point d'interrogation. Un sujet plus que jamais d'actualité dans une société saturée d'informations, fascinée par la transparence, parfois même aveuglée par le soupçon. Pour ouvrir cette réflexion, nous avons le privilège d'accueillir Jean Dumonteil, une figure bien connue des cercles initiatiques, du monde de la presse spécialisée et de la pensée maçonnique contemporain. Journaliste de formation, esprit libre et rigoureux, Jean Dumonteil a suivi des études de théologie morale et d'exégèse biblique avant de se consacrer à l'information publique, au développement local et à la gouvernance des territoires. Il a dirigé la Gazette des communes, dirige aujourd'hui la lettre du secteur public et anime la Fabrique démocratique sur fréquence protestant. Il est également secrétaire général du Global Local Forum, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais du Global Local Forum sans accent, animateur recherché des débats nationaux et internationaux. Il est aussi, et peut-être surtout pour nous aujourd'hui, franc-maçon engagé, membre de l'Alliance, comme l'a souligné notre très respectable frère Dominique, cofondateur des Cahiers de l'Alliance, Le sens de la vie, et auteur de plusieurs ouvrages qui font trace dans notre paysage initiatique. Son essai « Peut-on garder le secret maçonnique ?» publié chez Derby, interroge avec profondeur sur ce que le secret recèle encore de puissance transformatrice à l'ère des algorithmes, des réseaux et de l'exposition constante de soi. Avec son tout dernier ouvrage, Au centre de la loge, les symboles maçonniques restitués, paru aux éditions Numéri Livre. Donc, ce dernier ouvrage qui vient d'être publié prolonge cette méditation en s'adressant directement aux francs-maçons en chemin par une pratique active et exigeante du symbole dans le cœur vivant du temple. Ces 2 ouvrages sont disponibles à la crypte, au stand Derby et Numéri Livre. C'est donc avec une grande joie et en lui renouvelant notre reconnaissance d'ouvrir cette édition 2025 que nous accueillons maintenant Jean Dumonteil, bien évidemment après sa conférence, un temps de parole et d'échange, où la parole pourra bien évidemment librement circuler, sera accordé pour notre plus grand bien et profit. Jean, c'est à toi. Merci beaucoup, Lionel. Merci pour cet accueil.
Et bravo à ceux qui se lèvent tôt. On dit que l'avenir leur appartient. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'est le secret maçonnique tel que, dans ma recherche, je l'éprouve, mais aussi pour combattre tous les stéréotypes autour du secret maçonnique. Parce que aujourd'hui, garder ce secret, c'est une vraie question. Faut-il en finir ? C'est une source de fantasmes, c'est un réservoir inépuisable de toutes les rumeurs, alimentant une théorie du complot sur une société secrète qui tirerait les ficelles dans l'ombre. Alors la première question, c'est est-ce que le secret maçonnique est encore légitime en 2025 ? Une société qui a établi la transparence comme impératif, et Lionel le rappelait, le secret qui est aujourd'hui perçu par nos contemporains comme une dissimulation à l'origine de toutes les manipulations possibles, les complots, les machinations. Dire qu'on a quelque chose à cacher, c'est douteux. Et déjà, André Malraux assénait que pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache, un misérable tas de secrets. Et il faisait écho à André Gide, qui condamnait les secrets inavouables de ceux qu'on emporte dans le secret de sa tombe. Alors le secret associé à la honte, le secret plus généralement, tout ce qui est lié à une éthique qui, il faut le dire, pour beaucoup de nos contemporains est complètement dévaluée, comme les notions de code d'honneur, avec son revers, la trahison, qui semble réservée aujourd'hui plutôt au grand banditisme ou à diverses mafias. Et oui, c'est ça l'accusation qui est faite. Existe-t-il d'ailleurs encore une sphère privée, un droit à l'intimité ? Est-ce que la pudeur est encore une vertu ? Est-ce qu'elle n'apparaît pas pour beaucoup de nos contemporains comme une faiblesse, une sorte de timidité ? Parce que dans la société des images et de la communication, la transparence peut aussi malheureusement se transformer en exhibitionnisme, en voyeurisme. Souvenez-vous, ces émissions comme Love Story, ce nouveau genre télévisuel qui permet de suivre la vie de nos semblables comme si c'était des rats de laboratoire. Alors, ces grands dévoilements, ces mises en scène, ces mises à nu reculent les limites du voyeurisme et constituent, moi je le pense, des viols consentis de quelque chose qui est important et qui est même central, qui s'appelle l'intimité et la dignité. La mutation sociale que nous vivons vers cet impératif de transparence n'a rien d'anecdotique. C'est même vraiment, je crois, une question de civilisation, car pour l'homme moderne, la curiosité est une qualité. Avoir un esprit curieux, c'est signe d'intelligence, de vivacité. Mais souvenons-nous, dans l'Antiquité, à Athènes comme à Jérusalem, la curiosité, c'est un défaut. Il suffit de se référer au mythe de la boîte de Pandore. Les Grecs associaient la curiosité à l'hubris, une passion dévorante qui ne respecte pas justement le secret. Et dans l'actuel contexte de transparence généralisée, les francs-maçons ont donc bien du mal à justifier encore le secret. Alors, pour leur défense, la plupart des obédiences françaises convoquent l'histoire politique pour justifier le secret, ou du moins la nécessité d'être discret. C'est paradoxal car les pouvoirs autoritaires qui ont condamné la franc-maçonnerie lui reprochaient justement le secret. Ce fut le cas malheureusement en France sous le gouvernement de Vichy, comme dans l'Espagne de Franco ou dans l'Italie de Mussolini. De plus en plus, et malheureusement aujourd'hui, certes dans un registre moins tragique, beaucoup de personnes constatent que l'appartenance à la franc-maçonnerie, loin d'être un avantage social, constitue même un handicap dans certains milieux et dans certaines professions. C'est vrai qu'on est suspect quand on s'affirme franc-maçon. Les procès en sorcellerie intentés hier à la franc-maçonnerie par les pouvoirs totalitaires ou aujourd'hui par des factions intolérantes justifieraient donc pour nos frères et nos sœurs la prudence et le silence. Inversement, on pourrait aussi dire que le secret alimente toutes les formes de suppositions et de fantasmes. Alors cette suspicion contre les francs-maçons et leurs secrets, il faut d'abord dire que c'est une particularité de notre Europe continentale, et particulièrement des pays latins.
marqué, bien sûr, vous le savez tous, par l'hostilité de l'Église catholique romaine vis-à-vis de la franc-maçonnerie, une longue histoire tumultueuse qui a été faite de condamnations, d'accusations souvent fantasmatiques. Et la situation, nous le savons, est bien différente et infiniment délicate à vivre dans d'autres pays. Je vais vous citer l'historien de la franc-maçonnerie, Roger Daché, que j'aime beaucoup, et il dit « c'est l'antimaçonnisme, quelle que soit son inspiration, et non la maçonnerie elle-même qui a fait naître le secret d'appartenance. » Premier secret, ce secret d'appartenance. Donc c'est l'antimaçonnisme, dit-il, qui le fait naître. Et dans les pays où la franc-maçonnerie a rapidement intégré l'establishment social, politique, institutionnel, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ce secret n'a jamais existé, ce secret social, d'appartenance, car il n'avait pas de raison d'être. C'est pas la même chose en Europe continentale et dans les pays latins de culture catholique romaine. Alors voilà, il y a cette accusation, il y a ce soupçon. Quelle réponse y apporter ? Y apporter par rapport à l'histoire, y apporter par les attentes de nos contemporains, et face à ce moderne déferlement de complotisme qu'il faut bien aussi qualifier de haineux, deux voies s'ouvrent aux francs-maçons. La première serait de déminer le terrain dangereux par une transparence soutenue par une communication renforcée. La deuxième, c'est de se murer dans un réflexe de forteresse assiégée, réflexe obsidional, et à ce moment-là, eh bien, de ne plus communiquer. Je remarque que nos amis de la Grande Loge de France ont choisi une voie pragmatique de montrer, de s'exprimer, mais en même temps de ne pas trahir le secret. Et on va voir ce qui est vraiment le secret. Alors l'ouverture. Oui, la première solution, c'est l'ouverture qui est pratiquée de plus en plus. Et Baudouin de Charmeux, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, dit « Attention, l'ouverture, malheureusement, ne va pas pouvoir aller contre toutes les fantasmes, tous les soupçons. » Il écrit « La raison n'a pas prise sur les fantasmes. Bien au contraire, les démonstrations logiques ne font que renforcer l'idée du quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui est bien au fond de l'affaire. » Dans ce contexte, il faut certainement d'abord expliquer les fondements du secret et voir quelles sont ses différentes formes. Il y a d'abord ce que je disais, le secret d'appartenance. Il concerne chaque personne initiée et devenue membre d'une obédience. Tout franc-maçon est libre de révéler son appartenance. En revanche, il ne doit en aucun cas révéler l'appartenance d'un frère, d'un autre membre. Lors de l'initiation, d'ailleurs, le nouveau franc-maçon prête serment et s'engage à, ouvrez les guillemets, ne rien révéler de ce qu'il aura appris en loge. Vient ensuite un autre secret, le secret maçonnique sur ce qu'on apprend dans les travaux en loge et sur les rituels. Alors ce secret-là, il emprunte à la tradition compagnonique, avec ses secrets de métier, ces secrets qui sont un peu comme des secrets de fabrication réservés à ceux qui étaient dignes de les maîtriser. Dès le début de la franc-maçonnerie spéculative, au XVIIIe siècle, ce secret a été d'ailleurs très largement éventé et divulgué. Il y a eu des livres tout de suite qui sont parus. Dès 1723, Le tuilage d'un franc-maçon, publié à Londres. C'est le plus ancien écrit édité, mais ça n'a pas arrêté. On a des bibliothèques entières qui décrivent tous les secrets des rituels et tout ce qui se passe dans les loges. C'est même une source éditoriale inépuisable, car l'édition maçonnique et anti-maçonnique rencontre un public avide de révélations toujours renouvelées. Et puis, il y a une troisième forme de secret. Après le secret d'appartenance, le secret sur les travaux, il y a ce qu'on appelle un secret par nature, c'est-à-dire l'expérience intime de l'initiation et qui, elle, est incommunicable. Ça, c'est l'indicible secret, le seul, le profond secret initiatique. De même qu'un lecteur curieux ayant lu tous les livres parus sur le football ou sur le golf ne connaîtra rien de l'expérience vécue lors d'un match ou sur le green, le lecteur avide de tout savoir sur la franc-maçonnerie restera à tout jamais extérieur une fois son livre terminé sur le parcours maçonnique. Car le parcours maçonnique, c'est d'abord une expérience vécue.
c'est aussi une expérience globale dans le secret du cœur, dans le secret de la fraternité, du cheminement qui est partagé, et puis une pratique de vie, tout simplement, dans la fraternité de ce quelque chose qui est pour nous l'ultime mystère, mystère de la vie, mystère du réel. Alors, une fois qu'on a décrit ces trois formes de secret, on peut se poser la question, est-ce que le secret est contre la vérité ? C'est d'ailleurs toute la question du complotisme et de l'importance du secret, car par définition, la méthode initiatique emprunte une voie ésotérique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il y a une vérité cachée. Et comment dès lors parler de vérité quand nos contemporains confondent vérité et transparence ? Eh bien, je crois qu'il faut avoir le courage d'assumer et d'expliquer ce qu'est le secret comme voie initiatique. Car le secret est bien au cœur de la démarche maçonnique. L'initiation révèle la lumière, elle est censée dévoiler à l'initié ce qui lui est caché, ce qui restait secret. Mais ce dévoilement n'a rien à voir avec une révélation subite, car après la découverte de la lumière, je crois qu'il convient de passer de l'éblouissement à la lucidité. L'initiation maçonnique, c'est d'abord une démarche progressive qui invite le franc-maçon à se mettre en route, à la recherche du secret, ce qu'on appelle la parole perdue, à la recherche de la vérité et des clés de compréhension du monde. Et tous les maçons vous diront que cette recherche est un long parcours, un apprentissage progressif à travers la fréquentation des symboles, à travers la pratique collective des rites de passage, et qui vont permettre à chacun, étape par étape, de s'émanciper, d'être plus éclairé, passant du grade d'apprenti à celui de compagnon, pour atteindre ensuite la maîtrise. Car le maître maçon n'arrivera jamais au terme de sa recherche des mystères du monde et de la vie. C'est un chemin qui ne finit pas. Les grades maçonniques constituent d'ailleurs des étapes sur ce chemin où l'horizon s'éloigne au fur et à mesure qu'on progresse. Et d'ailleurs, comme dans toutes les grandes écoles spirituelles, le maçon se rend compte peu à peu que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Et alors il prend conscience que le grand secret maçonnique, c'est qu'il n'y a pas de secret au sens où il n'y a pas de manuscrit caché, il n'y a pas de talisman, il n'y a pas de nouvelle table de la loi que notre esprit d'enfant élevé dans la lecture d'Harry Potter, d'Indiana Jones ou des cigares du pharaon voudrait nous faire découvrir en poussant une porte oubliée avec un code révélé. Non. Croire qu'il existerait un secret comme une formule magique qui renfermerait l'explication du monde, c'est une paresse, une pirouette. Le secret des maçons est comme le trésor, vous savez, cette belle fable de La Fontaine, les fils du laboureur. Et le laboureur, avant de mourir, a réuni ses enfants, il leur dit « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. » Et le fabuliste de conclure que ce trésor, c'est le travail. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Eh bien oui, pour les francs-maçons, le travail est un trésor. Et dans le secret de mon cœur, il n'y a pas d'enfantillage, il n'y a rien de magique, mais il y a un terrain maçonnique balisé par des mythes, des symboles dont les clés de lecture et la puissance d'évocation sont inépuisables pour toutes nos tentatives de compréhension du monde. Alors, il faut bien se rappeler, et je l'affirme fortement, la franc-maçonnerie n'est pas non plus une religion de substitution. Elle est ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire une façon d'agir, une pratique particulière fondée sur une pédagogie spirituelle qui ne craint pas d'inclure dans ses fondements le secret, le silence et le mystère. Le secret, il s'enracine et il grandit dans l'intime. Je le disais, c'est le secret du cœur. D'ailleurs, on parle encore, et nos contemporains aiment bien cette expression, vous savez, le jardin secret. Secret professionnel des pensées, des actions qui ne sont connues que de soi. Le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Le Clésio, a écrit que s'il reste un secret, c'est-à-dire à l'intérieur de l'âme, s'il reste un secret, c'est là qu'il se trouve.
dans la longue suite des désirs, de légendes, de masques et de chants qui se mêlent au temps et ressurgit et court sur la peau des peuples à la manière des épars en été. Oui, le secret, c'est ce qui reste à l'intérieur de l'âme. Et puis, à côté de ce secret intime, personnel, il y a le secret partagé avec mon frère. Car la fraternité est au cœur de notre spiritualité. C'est vrai que le parcours maçonnique, c'est une aventure intime, mais aussi collective. Elle s'accomplit dans la fraternité, à l'échelle d'un groupe humain que constitue une loge maçonnique. Et on le fait en reconnaissant l'expérience de l'autre dans un projet commun que nous avons en partage. La transmission maçonnique s'effectue à travers les frères, qui sont eux-mêmes des passeurs de cette tradition initiatique, avec ceux qui nous ont devancés sur le chemin. D'ailleurs, le vrai passeur n'est pas celui qui conduit l'autre d'un point à un autre comme un paquet, mais c'est celui qui aide son frère à s'orienter. C'est tout le secret de la transmission en maçonnerie. C'est pas un embrigadement, il n'y a pas de téléguidage, il n'y a pas de conformisme, de prêt à penser. Et c'est là, la responsabilité qu'on a de transmettre ce qui est de l'ordre de l'indicible. Révéler le frère à lui-même, lui donner le goût de l'ineffable. Et pour cela, on a besoin d'une méthode, on a besoin de rites, on a besoin de mots. Et ce sont les secrets dont les francs-maçons se servent pour travailler, comme on le dit, à couvert, c'est-à-dire à l'écart du tumulte du monde. Et ça, c'est une première couche de secret qui va avec le silence nécessaire pour travailler à l'écart, sereinement. Car le secret maçonnique, c'est un chemin de crête. C'est pas un secret qui exclut ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un secret qui confère une responsabilité particulière, bienveillante pour toute l'humanité. Et c'est aussi un secret pour ceux qui le pratiquent, un secret qui rend humble. Car quand on croit le posséder, on ne fait que l'apercevoir. Le secret maçonnique, c'est le secret du cœur, ce secret de la délicatesse qui ne se livre pas en pâture, mais qui est le plus précieux. Et puis, c'est une façon d'entrer dans le grand secret, le secret de l'ultime réel, le secret du mystère de la vie, le secret du destin universel, intemporel, permanent, destin de l'homme que nous reprenons à notre compte dans nos courtes vies individuelles où nous essayons de décrypter les signes, de donner un sens, c'est-à-dire en clair de nous orienter, nous tourner vers l'Orient, où on essaie de comprendre dans les mystères de la vie ce secret de béance. D'aucuns diraient un secret apophatique. Vous savez, c'est une façon dont on s'exprime en creux, dont on ne peut dire ce qui est ineffable. Et alors le secret, c'est le silence véritable qu'intériorise l'initié à travers l'expérience des épreuves qu'il traverse et du cheminement qu'il accomplit. Et alors là, ce secret, il est toujours à inventer. Mais comme on invente un trésor, vous savez, c'est une belle expression de la langue française. On emploie ce mot « inventer » pour l'archéologue qui trouve un trésor, il l'invente, il en est l'inventeur. Eh bien, je crois que c'est ça, ce secret maçonnique, à nous d'en être les découvreurs, les inventeurs, de sortir de soi, de se mettre en marche pour pouvoir inventer. Et à la différence des cheminements qui nous poussent dehors, le chemin maçonnique va de l'extérieur à l'intérieur, car l'apprentissage du secret et du silence est comme un apprentissage de la compréhension de l'invisible. Et pour cela, eh bien, il faut commencer par se taire. Et au commencement était le silence dans la vie du maçon, notamment au rite écossais ancien et accepté, puisque le nouvel initié va faire son apprentissage du silence, de l'écoute et de l'intériorisation. C'est quelque chose de très rare dans notre société moderne, d'avoir ces temps de silence. Alors ça peut être vécu comme une privation, c'est pas du tout le cas. Il ne s'agit pas de régresser, mais il s'agit de s'ouvrir à une nouvelle voie. Le silence est alors un temps de germination personnelle. Et nous savons, pour ceux qui l'ont pratiqué, qu'on a besoin d'oasis de silence pour retrouver le sens des mots, de la parole.
Et c'est vrai que dans le contexte de notre société bavarde, bruyante, c'est une expérience rare aujourd'hui. Mais c'est une expérience libératrice qui est offerte aux francs-maçons. Et c'est un trésor de sagesse qu'il nous faut préserver, comme notre civilisation a besoin du silence, comme on a besoin d'approfondissement, de temps de réflexion, de recherche de la vérité dans la durée. On le voit bien avec ces chaînes d'information, avec ce tumulte, les réseaux sociaux. Non, on a besoin de se taire, d'écouter, de comprendre, contre tous les dogmatismes, tous les fanatismes. Quand on se tait, on regarde le monde différemment. Se taire, c'est être attentif et devenir disponible. Se taire aussi à l'intérieur de soi-même, faire silence dans ses pensées, dans ses agitations permanentes. Alors c'est un exercice difficile, justement. C'est l'exercice de toute une vie, dans le tumulte du bruit qui nous entoure, ces mots qui nous arrosent, qui nous agressent. C'est tout un travail à effectuer. Et cet apprentissage du silence se situe dans l'ordre de la connaissance et de l'expérience. C'est une conquête. Et alors, le synonyme de silence n'est plus le vide, le néant. Je crois que ça peut devenir une plénitude qui va avec le calme, avec la sérénité. Oui, l'homme moderne a besoin de silence. Voyez le bâtisseur de cathédrale, il s'est servi de pierre, il en a fait du silence. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a cette belle formule. Et puis, travailler à couvert. À couvert, loin du bruit. C'est notre formule pour dire que les portes sont fermées, qu'on a vérifié, qu'on est dans ce calme, qu'on va pouvoir travailler. Nous jurons de garder la loi du silence, disent les francs-maçons quand ils terminent leurs travaux. La tradition rappelle l'importance de la séparation du sacré et du profane. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir d'un surveillant en loge ? C'est de s'assurer que la loge est couverte. La loge est bien couverte. Voilà, ça, cet échange qui est répété 3 fois au début de nos travaux, montre une coupure dans le temps, dans l'espace. Voilà, on est réunis, on fait silence, on est à couvert. Être à couvert, c'est réunir des conditions pour que tous puissent commencer, mais on n'est pas à couvert tout seul. Ce sont les frères qui composent la loge qui sont à couvert. Et ce paradoxe, c'est que quand on dit à couvert, le temple n'a pas pour plafond une voûte qui serait fermée. C'est pas un caisson hermétique, une loge. C'est au contraire quelque chose d'ouvert vers l'infini, ce qu'on appelle la voûte étoilée, le ciel. Notre à couvert, cet à côté, c'est pas un secret d'enfermement. C'est d'être attentif à une réalité qui nous dépasse. Et maintenant, justement, je voudrais vous entraîner dans une triangulation entre 3 S. Le silence, le secret, le sacré. Et puis, je rajouterai un 4e S, pas forcément facile à expliquer, qui est le serment. Oui, je crois, et j'espère que vous l'avoir expliqué, que le silence a une dimension sacrée qui est associée au secret. C'est un autre niveau de communication qu'on va retrouver d'ailleurs dans toutes les grandes écoles de sagesse. Je le disais, le vide n'est pas le néant, il peut même devenir plénitude. De même, avec l'expérience du silence intérieur, le secret maçonnique devient la voie de ce qui est sacré, de l'approche du mystère. Là aussi, c'est un mot piégé, mystère. On n'est pas dans un roman d'Agatha Christie. Le mystère, c'est ce qui nous dépasse et ce qu'on ne pourra jamais expliquer, mais dont on peut s'approcher, dont on peut entrer dans la familiarité. Et puis, nos tenues maçonniques, elles s'achèvent toujours dans le silence de l'effacement du tableau de loge. On a quelques belles paroles, amour, paix, joie, quand les lumières s'éteignent, et qu'on rentre dans un nouveau silence. Amour, paix et joie n'ont pas disparu pour autant, ils sont toujours là, et amour, paix et joie sont présents dans le secret du cœur, dans le silence de la lumière, de même que nous ne voyons pas l'air que nous respirons, que nous n'en sommes pas conscients, nous ne voyons pas la lumière. Nous voyons seulement des objets que révèle la lumière, et n'est-il pas de même dans notre rapport à l'ultime réalité, l'ultime vérité, par le secret et par l'accès au sacré. Il faut l'assumer. La voie maçonnique enseigne que le secret est la voie du sacré.
l'entrée dans le mystère comme un chemin sur la vérité. Et paradoxalement, cela s'exprime dans l'indicible, dans ce qui est au-delà de la raison. Pas contre la raison, mais bien au-delà, là où la raison ne peut pas aller. Avoir une âme, ça veut dire avoir un secret, dit poétiquement le lexicologue Pascal Quignard. Peu de monde a une âme, dit Quignard. Et on ne peut pas comprendre le secret si on n'entre pas dans cette géographie spirituelle. Là aussi, j'ai prononcé un mot que nos contemporains ont du mal à comprendre. On va vous parler du mental, l'âme. J'ai coutume de dire que le mental est au gymnase et que l'âme est à la cathédrale. Hein, il faut avoir rentré dans cette conception. Et puis, c'est comprendre que tout cela est une méthode qui s'inscrit dans une tradition, justement. Vous connaissez Harpocrate ? Dans les civilisations égyptiennes, c'était Horus enfant. Et dans la mythologie romaine, il est devenu divinité des cultes à mystère. Des statuettes le représentent, l'index sur la bouche, et les commentateurs ont interprété ce geste comme symbole de silence et de secret. On sait aujourd'hui que ce geste est lié à Horus enfant élevé dans le secret, mais Harpocrate est devenu chez les Romains celui qui commande de garder le secret, les lèvres scellées sur le mystère. On retrouve ce signe du sceau du secret, pratiqué à certains degrés des rituels maçonniques, et notamment au 4e degré, du rite écossais ancien et accepté, et là où on est appelé maître secret. Par ce geste qui scelle les lèvres, on peut penser que l'initié consacre ainsi le secret intérieur qu'il porte, qui est le secret de son cœur et de sa propre conscience. Silence, secret, sacré. Cette triangulation, elle nous ouvre à l'universel et, je le disais, elle permet de s'orienter. Alors, j'en arrive au 4e S et je vois que le temps passe et donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que nous ayons le temps des échanges et dire l'ineffable secret dans les rites de tradition, dans ce que nous devons assumer, car la franc-maçonnerie est la dernière voie initiatique occidentale. C'est Bruno Etienne, le grand anthropologue, qui disait ça. C'est une très belle formule. On en est les dépositaires et il faut être conscient de tout cela. Il faut l'assumer. C'est quelque chose de vivant. Parfois, ça peut sembler une langue étrangère, mais c'est pas une langue morte. La franc-maçonnerie, dernière voie occidentale initiatique, c'est une affirmation très lourde de sens que j'entends aussi en écho avec les propos d'un autre ethnologue qui est Jean Servier. Jean Servier dit, dans les sociétés traditionnelles, l'initiation seule peut donner la connaissance qui est une prise de conscience de l'être. Et la connaissance, dit-il, est d'abord tradition. Ajoutant qu'un des aspects de l'initiation est d'être révélation des origines mythiques du groupe et prise de conscience sociale. Et à ce moment-là, dans cette entrée dans les mystères de leur compréhension, l'invisible explique l'homme des civilisations traditionnelles comme l'air explique l'oiseau, la mort lui paraît aussi familière que le coucher du soleil. Vous rentrez dans cette expérience de familiarité de l'indicible, du mystère, dans le cycle de la vie. Alors c'est vrai que c'est un autre langage. Ça n'a rien à voir pour nous, hommes et femmes modernes, où notre culture s'est constituée sur les bancs de l'école, parfois jusqu'à des études supérieures. Mais on n'a pas ce rapport à la connaissance qui se fait dans le silence, dans l'approfondissement. On a un accès au savoir, mais est-ce qu'on rentre dans une vraie connaissance ? Connaître. Vous savez, là aussi, les mots ont un sens. Connaître, c'est entrer dans l'intime. Quand on dit qu'Adam connut Ève, on est dans cette intimité, dans cet aspect de rentrer dans le mystère de la vie. Et c'est vrai que souvent, notre approche moderne nous empêche de prendre cela. Et là, il faut rentrer dans ce que Jean Guiton appelle l'intelligence contemplative. C'est l'entrée dans le mystère, un chemin d'humilité. Alors, oui, l'initiation ne conférera jamais de super pouvoirs spirituels que nous serions les seuls à détenir dans notre secret. Non, non. En revanche, l'entrée dans le mystère,
révèle une force symbolique que toutes les traditions spirituelles enseignent. C'est-à-dire que la force n'est pas la puissance, mais l'humilité courageuse, que le miroir qui transmet la lumière n'est pas lui-même la lumière. La pratique du rituel, l'ascèse du parcours, progressive, patiente, permet d'entrer dans la connaissance. Et puis, derrière tout cela, eh bien, il y a un engagement qui est le secret, qui est le serment sur ce secret. Et le serment, là aussi, c'est quelque chose de traditionnel. Aujourd'hui, on signe des contrats, on se préserve, on prend ses précautions. Le serment, ça n'a rien à voir. Le serment, c'est un engagement qu'on prend par rapport à soi-même, par rapport à son groupe, et puis par rapport à quelque chose qui est plus grand que cela, plus grand que nos petites vies terrestres, quelque chose qui est de cet ordre d'une tradition permanente et qui nous emmène dans une autre clé de compréhension de nos vies, de l'univers et du mystère ultime. Voilà les 3 S, avec ce premier S du secret, le silence, la voix du sacré, et puis ce qui fait l'engagement de chacun avec ce 4e S, qui est le serment, et qui nous permet de comprendre, je crois, toute la cohérence de cette voie de connaissance qui reste très particulière, alors dont nous sommes les dépositaires, en espérant que nous pourrons la transmettre aux générations futures. J'ai dit. Et je souhaite surtout que nous puissions débattre et continuer la réflexion ensemble. Merci. Nous allons vérifier, grâce à Dominique, que les micros fonctionnent. Alors je sais bien, y a-t-il une première question? Parce que s'il n'y en a pas, je peux me permettre peut-être d'en poser une. C'est qu'est-ce qui t'a motivé, mon cher Jean, à écrire cet ouvrage? Eh bien, je vais vous raconter ma rencontre avec Sophie Coignard, Sophie. Journaliste au Point, Ouais. parce qu'il fut une époque où les news magazines français, comme les feuilles tombent à l'automne ou que les jours s'allongent à partir de l'équinoxe de mars, faisaient paraître au moins un numéro annuel sur le secret des francs-maçons. Et elle m'avait dit, en réalité, votre truc, c'est le secret, supprimez le secret et puis tout ira bien. Et donc j'ai commencé à travailler il y a longtemps comme ça. Et puis c'est vrai que ça peut sembler finalement, on va être moderne, on supprime le secret. Comme certains disent, le secret, c'est surtout d'être discret ou qu'il n'y a pas de secret. Et puis, approfondissant, je me suis dit, mais si, il y a un secret et il faut l'assumer. L'assumer et l'expliquer. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit bouquin. Faut-il garder le secret maçonnique? Peut-on le garder? Oui, il faut le garder. Ça fait partie du fondement de la méthode. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, cher Jean, pour ce bel exposé avec lequel je suis plus que d'accord. Mais il y a une partie du secret sur lequel je voudrais t'interroger, c'est le secret entre initiés. Alors, si on se place à l'horizon des fraternités pythagoriciennes, qui était quand même le modèle de nos fondateurs, eh bien, il n'y a pas de secret entre maîtres. Tout le savoir est commun, et ce qui permet à chacun, à un moment donné, de prendre une charge d'officier, c'est qu'il y a un étalement. Et dans la maçonnerie des modernes, il y a un refus de l'initiation du vénérable, de l'initiation ésotérique, et des degrés supplémentaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on essaye, dans la tradition moderne, de conserver cette égalité entre frères, à tout prix. D'ailleurs, c'est explicite. Quand on vous le dit, on dit non, on ne fait pas d'initiation ésotérique dans ces murs, parce qu'on veut rester égaux. Et ma question, c'est, il y a déjà dans la loge une inégalité profonde entre apprentis, compagnons et maîtres, sans parler des développements, parce qu'aucun rite maçonnique jamais n'a eu que 3 degrés. Il faut être bien clair, c'est l'hypocrisie anglaise qui a fait qu'on a dit non, non, c'est pas au-dessus, c'est à côté. Mais c'est pas à côté puisqu'il faut être maître pour entrer. Donc c'est au-dessus. Mais c'est l'hypocrisie anglaise. Un Anglais disait, il faut bien nous comprendre, on parle toujours avec de l'humour. Et side degree, c'est vraiment une marque d'humour exceptionnelle. C'est même à la limite une offense pour l'interlocuteur. Mais enfin voilà, ça fait partie de l'humour. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de dire, au fond, ce secret de fonction que nous avons à l'intérieur de la loge, entre les maîtres, les compagnons et les apprentis, c'est une forme de secret intérieur.
Et nous apprenons le secret à l'intérieur même de la franc-maçonnerie, même dans la plus moderne qui soit. Et je voudrais t'interroger justement à ce sujet, parce que c'est pas un secret qui est parmi ceux que tu as mentionnés, mais c'est le secret intérieur de la loge, qui est le secret du rituel et qui est le secret de notre organisation verticale. Horizontalement, c'est une association, nous sommes tous égaux. La franc-maçonnerie a inventé les associations. Dans le contexte où on a inventé l'assurance, la franc-maçonnerie est à l'origine de l'association, qui est à l'origine de la démocratie. Bon, voilà. En France, la franc-maçonnerie n'a pas été accueillie par la monarchie, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'a pas été accueillie par l'Église, donc elle a détruit la monarchie et elle a détruit l'Église. Moi, je l'assume. C'est pas la peine de chercher des obscurs documents. Et il y a eu un effet maçonnique qui a emporté les institutions sacrées de la France, la monarchie et l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique est devenue une minorité. Et puis une minorité qui a de moins en moins d'influence, comme on le voit à chaque étape des lois sociétales. Donc, ce qui me semble important, c'est que dans la loge même, il y a un secret de fonction, comme on le connaît tous, dans la justice, dans l'école, dans l'hôpital, dans l'entreprise, il y a un secret de fonction aussi, mais il y a un secret de fonction dans la loge. Alors, d'abord rappeler qu'effectivement, il y a ce parcours d'étape en étape. Après, je dirais qu'il n'y a pas de supériorité, parce que plus on progresse dans son parcours, dans ses degrés, d'aucuns parlent de degrés, d'autres parlent de grades, mais plus on progresse, plus on a ce besoin d'humilité par rapport à tout ce qu'on ne sait pas encore, et de bienveillance pour ceux qui n'ont pas encore franchi toutes ces étapes et qui vont le. Et notre but, franc-maçon, c'est de les aider à parcourir. Donc, à la fois un trésor partagé et quelque chose qui s'appelle l'amour fraternel, qui fait qu'il y a une égale dignité et un égal accès à tout cela, en sachant que ceux qui ont quelques années, ceux qui ont vécu des rites particuliers, qui ont progressé, qui ont accès à quelque chose qui est très beau, qui s'appelle la maîtrise. Avoir la maîtrise, être maître. Eh bien, ça impose surtout, je le disais, une grande humilité. Et d'ailleurs, je voudrais revenir, et le temps m'a manqué, pour vous parler de la trahison du secret. Je pense que la trahison du secret, c'est pas tant d'écrire tel ou tel rite. La trahison, effectivement, ça serait de ne pas respecter le secret de mon frère. Et en cela, ce secret, il est partagé. Mais la vraie trahison, pour moi, c'est celle de ne pas respecter le serment et de faire du secret maçonnique un secret de conspiration. À ce moment-là, oui, il y a trahison, parce que le secret maçonnique n'est pas fait pour un secret de conspirateurs, de mafieux, de copinage. Et à ce moment-là, c'est tout ce qu'on aborde et tout ce qui dégrade la maçonnerie. Et c'est pour ça que je lis secret à sacré et au serment. C'est que c'est quelque chose d'essentiel. Et à ce moment-là, dans ce parcours progressif, degré après degré, on sait ce qu'on a en commun et ce qui est ce trésor partagé. Et qu'il faut respecter dans le rituel, parce que ça serait donner de la confiture à ceux qui ne le méritent pas. Néanmoins, mon frère, il y a quelqu'un qui a dit un jour « Rien de secret qui ne doit être révélé, rien de caché qui ne doit être découvert ». Comment tu l'interprètes ? Oui, dans ce parcours progressif. Dans ce parcours progressif, il n'a pas de fin, bien sûr. Mais oui, c'est le propre de l'ésotérisme. L'ésotérisme, là aussi, c'est un gros mot où on mélange des choses qui seraient de l'ordre de la superstition, de l'occultisme. Alors si en plus on se souvient qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu une fascination pour tout ce que j'appelle le hors-piste spirituel, tout ce qui était en dehors des chapelles instituées, on se dit mais on va créer et faire de la barbe à papa autour du secret. Non, effectivement,
tout doit être en accès, mais tout est en accès dans un approfondissement qui n'a pas de fin. Et c'est en cela que c'est une belle démarche spirituelle, une belle démarche humaine qui est celle de faire notre parcours d'homme jusqu'au bout. Notre parcours d'homme, notre parcours de femme, notre destin, notre accomplissement, et de le faire collectivement, de se réunir en essayant de comprendre dans des rituels, dans le langage des symboles. Et là, bien sûr, tout cela n'a pas de fin et il n'y a pas de choses laissées à l'écart. Effectivement, c'est en ce sens. Bonjour. Je voulais savoir si, vis-à-vis de la question du secret, on pouvait la rapprocher du fait que la franc-maçonnerie, si on le désire, est ouverte à tout le monde. Et du coup, le secret, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Oui. L'amour est accessible à tout le monde. La joie est accessible à tout le monde. À nous de le saisir. Ensuite, on dit aussi souvent, la maçonnerie, c'est le contraire d'une secte. Hein. On y entre difficilement. Il y a des enquêtes pour savoir si vous êtes digne de confiance, parce qu'en réalité, c'est ça. Hein. Est-ce que vous êtes un esprit libre et vous êtes digne de confiance pour nous rejoindre? Mais après, vous pourrez en partir comme vous voudrez, parce qu'on ne sera pas attentatoire à votre liberté. En ce sens, c'est respecter l'autre, hein, le tout le monde. Alors que dans une secte, on vous y attire et très, très, très vite, et vous ne pouvez plus en sortir après. Donc, le tout le monde, oui. Après, il faut souhaiter que ceux qui nous rejoignent et ceux qui ont envie puissent rentrer dans cette méthode, puissent l'entendre. Pourquoi j'ai si lourdement insisté sur le silence? C'est parce que pas une expérience. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont tout le temps du bruit dans les oreilles, tout le temps de l'agitation dans la tête, parce que ça leur fait peur. Donc, on ne peut pas rentrer dans le mystère du monde, ce que nous appelons la sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine, hein, la sagesse de Salomon, vous savez, mais cette sagesse, elle suppose justement de rentrer dans cette voie de silence, de secret. Voilà. Après, je souhaite que ça soit accessible au maximum de nos contemporains, et notre responsabilité, c'est de faire que ça soit accessible aux générations qui nous suivront. Y a-t-il une autre question? Sinon, moi, j'en ai une pour notre conférencier de ce matin. Dès la création de la franc-maçonnerie, il y a eu des divulgations dès 1730. Alors, que penses-tu de ces divulgations? La franc-maçonnerie s'est toujours remis de ces divulgations, certaines servant à obtenir des avantages en se faisant passer franc-maçon alors qu'on n'était pas, tout en lisant ces fameuses divulgations. Et c'est vrai que le secret est abordable pour l'homme de désir qui veut entrer et y accéder. Et puis, le secret dont parlait notre frère philosophe Christophe, ce secret de fonction, ne te fait-il pas penser au secret de la transmission du métier dans des loges opératives au XIIe, XIIIe siècle? Oui, qui était le secret professionnel. Hein. Aussi, il n'y avait pas de bureau pour déposer des brevets, donc on faisait en sorte que ce qui est important, on le jette pas au chien, on le mette pas comme ça à disposition de gougnafiers qui vont l'abîmer. C'était ça aussi. Hein. Et donc, ce trésor, on le met de côté, on en prend soin. On en prend soin. Par rapport à la divulgation, c'est vrai que la maçonnerie a un univers fascinant, avec des symboles, des rites. Donc, on comprend que des auteurs aient eu envie de s'y intéresser. Mais comme je le disais, on pourra lire tous les livres sur le football. Si je ne pratique pas, si je ne vais pas sur le terrain avec 10 autres membres de mon équipe et que je tape pas dans le ballon, je ne saurais pas ce que c'est que le football. En réalité, la maçonnerie, c'est une pratique, une orthopraxie, on dit une pratique ordonnée. Mais c'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est pas une religion de substitution, hein, je le répète. C'est une pratique avec des hommes et des femmes qui vont être différents de moi. Parce que, pour répondre à votre question, je cherche pas des clones. Je cherche des gens, au contraire, qui peuvent avoir des croyances, des foi différentes, des chemins de vie, des expériences
Là encore, c'est la très belle formule de Saint-Exupéry qu'on trouve, vous savez, au Grand Orient de France. Alors, je le dis dans cette maison, mais dans le rue Cadet, il y a cet écrit là, au milieu de l'escalier. Si tu défères de moi, tu m'enrichis. La différence aussi m'enrichit, cette diversité. C'est en cela que c'est intéressant de travailler, de continuer et d'avancer ensemble. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question de Lionel sur le secret de métier? Ouais, parce que là aussi, le secret, il va avec l'approfondissement. Aujourd'hui, on croit tout savoir. Hein, vous allez sur Internet, alors si en plus, maintenant, vous faites un petit tour par l'intelligence artificielle, hop, vous captez des choses, mais tout ça est superficiel. C'est le contraire. J'aurais pu ajouter un anti-S, la superficialité. Hein, c'est tout le contraire, puisque ça suppose d'approfondir toujours et toujours. Merci Jean. Y a-t-il encore une question? Ah, très bien. Bonjour. En fait, une réflexion sur un commentaire plus exactement sur l'Église a été faite tout à l'heure, sachant que l'Église catholique, en tout cas en France, on a des rites, on a aussi des symboles. Alors, d'après ce que j'ai entendu, rites, symboles également dans la maçonnerie, mais je crois surtout, à partir du moment où la maçonnerie, c'est également une recherche de la vérité et donc de la spiritualité, me semble-t-il, là on marche sur les plates-bandes de l'Église et, question, mais peut-être la réponse est évidente, est-ce que ça n'est pas pour ça que l'Église s'est acharnée sur la maçonnerie? Ça c'est une question. Et en fait la deuxième, c'est également à propos du secret. Alors je suis plus terre à terre, hein, c'est-à-dire que je pense que pour le maçon, le secret est devenu un tout petit peu une évidence eu égard à ce qui s'est passé pendant la guerre, puisque beaucoup de maçons ont été déportés. Il y a une chasse, tout comme les Juifs, tout ça, ça a été mis dans le même paquet. Et est-ce que ça n'est pas aussi pour ça que finalement on se garde bien, par exemple, de se déclarer maçon sur le plan professionnel ou autre institution? Voilà, j'ai dit. Oui, j'ai commencé par ça, hein, ce secret social, hein, qui est une particularité. Un Anglais, il s'affirme franc-maçon, et vous allez prendre l'apéritif avec lui. Ah, mais tu es de quelle loge? Il va porter une bague avec un compas, une équerre. Nous, on a une situation très particulière où il y a eu cette anti-maçonnisme auquel a répondu au XIXe siècle l'anticléricalisme virulent, ou avec une évolution aussi de la libre pensée, qui était une pensée libre et qui est devenue un mouvement athée avec un athéisme militant. Il y a eu cette exacerbation des passions qui, malheureusement, nous marque l'Europe continentale avec, effectivement, ce qui s'est passé sous Vichy ou sous les États totalitaires. Mais il y a quelque chose qui remonte plus loin. Alors, ça mériterait une autre conférence, mais les historiens racontent très bien que l'Église n'a jamais beaucoup aimé les confréries, qu'elle ne maîtrisait pas. Il y a d'excellents auteurs qui expliquent que les papes ont mis sous le boisseau ces initiatives de fidèles qui n'étaient pas des clercs. Ça ne leur plaît pas. Pas de problème d'ailleurs dans les églises réformées, hein, puisque elles sont organisées de cette façon. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis après, bon, il y a eu des épisodes quand l'unité de l'Italie se fait contre les États pontificaux et contre le pape, et que Garibaldi est financé largement par les francs-maçons américains, ça ne fait pas plaisir au Vatican, hein, ça se comprend. Donc il y a toute cette histoire tumultueuse. Bon, est-ce qu'elle est encore valable? Comme le disait Christophe, les choses évoluent. Et puis, en revanche, les stéréotypes et l'antimaçonnisme aussi, il évolue.
Et il devient très virulent. On a vu avec des conséquences de la sous-culture américaine, les conséquences du Da Vinci Code, où on confond les francs-maçons et puis les Illuminati. On fait un brouet de tout cela, où des évêques africains avec des notions préconciliaires sur la maçonnerie, font des lettres épiscopales en disant que tout cela est diabolique. Enfin, vous voyez, bon, on atteint des délires pas possibles. Ouais, c'est ça la réalité. Alors on comprend qu'il y a des gens qui disent bon, attends, moi je n'ai pas envie d'être brûlé en place publique, je vais être prudent. Et puis, contrairement, là aussi, aux stéréotypes. Ah, ben, ils cèdent, ils ont des carrières fulgurantes. Non, aujourd'hui, être franc-maçon, c'est pas une aide, hein. L'assumer, dire, moi, je suis franc-maçon. Ah bon, c'est un peu suspect. Donc oui, il faut avoir le courage, il faut avoir la possibilité de le faire, parce que je crois qu'il faut, quand on peut, et que, par exemple, quand on est un jeune retraité, ou que, faut pas hésiter à dire oui, je suis franc-maçon. Et à ce moment, on verra que vous n'avez pas les pieds fourchus, vous n'êtes pas diabolique. Et c'est aussi une façon de faire aimer à nos contemporains la maçonnerie, de la faire découvrir. Oui, alors avant de passer le micro pour la dernière question, je vais répondre partiellement à la demande sur l'acharnement de l'Église apostolique catholique et romaine. Mais le danger aujourd'hui, à part le danger de l'islam, puisqu'on connaît la charte du Hamas contre la franc-maçonnerie, le peuple juif, quand on connaît la fatwa du Caire contre la franc-maçonnerie, aujourd'hui le danger pour nos frères brésiliens ou africains vient plutôt de l'évangélisme et de tous ces mouvements protestants. Alors quant à l'Église, notre position d'excommunication a beaucoup changé parce que le canon de 1917, le 2334, où nous étions excommuniés, est passé grâce à ce bon Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, qui était à l'époque directeur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Au Moyen-Âge, ça s'appelait l'Inquisition, hein, tout simplement. Nous ne sommes plus qu'en état de péché grave. Donc la situation s'améliore là aussi, légèrement. Lionel, je crois que ça fait partie là, de ce que je voulais dire ce matin. C'est comme le secret. On n'est pas des douaniers. Faut pas avoir une conception de la vie qui soit des actes notariés. La vie est plus belle que ça. Hein, l'excommunication, même les jésuites ont été excommuniés à une époque de l'Église. Alors bon, relativisons. Et puis, comme disait quelqu'un qui a disparu récemment, Pape François, qui suis-je pour juger? Là aussi, c'est préserver le secret de l'intimité de chacun, de ses engagements. Et moi, je suis heureux quand je travaille avec mes frères musulmans, juifs pratiquants dans ma loge, d'autres avec un passé, une expérience chrétienne militante, d'autres hors sentier battu. C'est cette diversité. Mais c'est aussi cette recherche en vérité où on essaie de sortir, chacun d'entre nous, des stéréotypes. Et puis, je remarque parfois que le travail en loge, eh bien, vous rend plus fort dans votre pratique, dans votre église, dans votre communauté, C'est aussi cela. Il y a cette réciprocité. Parce que quand on travaille, quand on commence un chemin spirituel, il ne s'arrête jamais. Et il renvoie à tous les compartiments de notre vie, à l'amour que l'on peut avoir pour ses proches, à des notions de joie qui n'est pas le plaisir, etc., etc. C'est quelque chose qui est globalisant pour toute une vie. Voilà, je suis trop bavard et tu as le micro, vas-y. Bonjour, merci beaucoup de cette conférence, très très intéressante. Puis on comprend bien le chemin est plus important sans doute que le secret lui-même. Donc merci pour ça. Une question vraiment candide. Sur le concept de secret versus l'égalité. Donc, s'il y a secret, est-ce qu'il peut y avoir égalité? Et s'il y a secret, est-ce qu'il peut y avoir universalisme? Et la question est un peu fractale, hein, parce qu'on regarde à l'intérieur de la société, donc secret versus le reste de la société, universalisme et égalité. À l'intérieur de la franc-maçonnerie même, donc s'il y a des grades, est-ce qu'il y a vraiment égalité? Et si c'est vertical versus horizontal, est-ce qu'il y a égalité aussi? Donc, encore une fois, il n'y a pas de sous-question dans ma question, c'est une vraie question de curiosité pure sur le concept d'égalité-universalisme versus secret. Merci. Il y a une égalité pour l'accès à ce parcours qui va être progressif.
mais je ne suis pas égal de Lionel qui a une culture sur des sujets que je ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas identiques, même si nous avons une même identité partagée et qui nous fait hommes et qui nous fait humains. Mais là, elle est l'égalité dans notre parcours qui va nous conduire à l'ultime épreuve que les profanes appellent la mort. Hein. Là, il y a une égalité. Mais après, il y a heureusement, ce qui fait la personnalité de chacun, son parcours, le moment où il en est, de ce parcours, l'envie qu'il en a d'aller sur ce parcours, de passer à telle étape, de voyager, de comprendre, de curiosité, qui fait que chaque être est à la fois unique et égal. Donc il y a cette double dimension. Et puis après, il faut assumer le fait qu'on est dans une démarche, dans une pédagogie progressive, et que il faut avoir telle maturité, tel approfondissement pour comprendre telle ou telle chose. C'est ce qui est proposé, hein, c'est ça, cette pédagogie qu'évoquait Christophe Calam. Mais l'égalité, c'est de penser que tout être humain a cette capacité et notre responsabilité, et là je rejoins la notion d'universalisme, c'est de lui faire la courte échelle, de lui dire à tout homme et toute femme dans ce monde, libère-toi, rentre dans ton beau destin d'humanité en essayant de comprendre ce qu'il y a de plus beau et de plus mystérieux, parce que ce qui est beau aussi, c'est le mystère de la vie et de tout ce qui nous dépasse. Et ça, à ce moment-là, c'est un discours universel avec une responsabilité qu'on a tous parce qu'on est tous uniques et tous égaux. Merci Jean. Moi, je voulais tout simplement dire que cette égalité s'exprime par un mot, c'est mon frère. Et ce sont mes sœurs et mes frères. Donc en un mot, moi je pense avoir résumé ce que j'entends par l'égalité et l'universalisme, puisque la maçonnerie s'étend au-delà des frontières sur toute la surface de la Terre. Moi je vous invite à nous retrouver à partir d'11h, Grand Temple. Nous n'avons pas pu y accéder ce matin parce qu'il y avait une tenue. Et puis je crois qu'ici, le Jazz Band de la Grande Loge de France, puisque c'est un salon du livre et de la culture, et là vous le voyez avec les œuvres de notre frère qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire que malheureusement, hospitalisé d'urgence, il ne peut être avec nous aujourd'hui, Gilles Morel de Boissy d'Harcourt, que quelqu'un connaisse peut-être sous le pseudonyme de Naja. C'est un peintre, c'est un de nos frères qui pratique le rite de Memphis Misraï et qui a une certaine cote dans le monde de l'art. Se retrouver, donc, profiter de cet instant de pause avant la conférence de Giacometti et Ravenne pour passer à la crypte où Jean se fera un plaisir, un véritable bonheur de dédicacer ses ouvrages. Merci encore de votre présence et puis à tout de suite. Merci.